Europe concernant la fiscalité des entreprises, réalisant que le manque d'harmonisation à un niveau de concurrence entre États membres en matière fiscale, qui contraint la souveraineté des États membres dans la définition de leur fiscalité respective, au point que cette concurrence a amené l'administration fiscale de certains États membres à concéder des avantages à certaines firmes nationales. Déduisant que, dans ce contexte, la pratique de l'optimisation fiscale par constitue, malgré sa légalité, une violation de fait de la souveraineté des États membres, regrettant que, de ce fait, les multinationales soient soumises à des taux d'imposition plus faibles que les PME, entraînant un report de toute la charge fiscale sur les contribuables captifs, affirmant que la situation actuelle ne correspond pas à la volonté exprimée dans les préambules du traité de Rome par les mots suivants. L'élimination des obstacles existants appelle une action concertée en vue de garantir la stabilité dans l'expansion, l'équilibre dans les échanges et la loyauté dans la concurrence, ni au principe de coopération loyale contenu dans l'article 4 du traité sur l'Union européenne. Considérant qu'une réflexion menée par les institutions européennes sur un impôt européen sur les sociétés permettrait de rétablir une loyauté dans la concurrence dans le cadre d'une action concertée entre les États membres. Remarquons que la libre prestation de services permet à un contrat signé dans un État membre de couvrir un risque situé dans un autre État membre. Relevant que le manque d'harmonisation de ces taxes permet une optimisation fiscale assimilable à l'optimisation fiscale portant sur l'impôt sur les sociétés, par ici des assurances, considérant que ces pratiques constituent une violation de fait de la souveraineté des États membres en matière de fiscalité des assurances, la Commission propose des clauses d'action suivantes. Ainsi, la Commission affirme qu'un impôt européen sur les sociétés permet de lutter contre la violation de fait de la souveraineté des États membres par les firmes transnationales. Définit les sociétés pouvant s'affranchir de fait de la souveraineté fiscale des États membres, les sociétés dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7 630 000 euros, comme le fait la législation fiscale française, afin de préserver au maximum la souveraineté des États membres. Propose la substitution des impôts nationaux sur les sociétés ayant un chiffre d'affaires supérieur ou égal à 7 630 000 euros par un impôt européen sur les sociétés. Désire que cet impôt soit déterminé par le Parlement, accepté par le Conseil et prélevé par la Commission européenne. Suggère de déduire directement la somme prélevée sur le territoire d'un État membre sur les cotisations de l'État membre, à moins que l'Union veuille attribuer une partie de ces fonds à une agence, afin de doter l'Union de moyens nécessaires pour atteindre ses objectifs, comme le réclame l'article 311 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, cas dans lequel l'attribution de fonds à une agence doit être occupée par le Parlement et acceptée par le Conseil. Suggère l'établissement d'une période transitoire de 3 ans, renouvelable une fois, sur proposition de la Commission ou du Conseil, afin de mettre en place ce système d'impôt européen sur les sociétés. Désire que les revenus des brevets soient déduits des revenus courants afin d'être taxés à un taux équivalent à la moitié du taux de l'impôt européen sur les sociétés, afin de favoriser l'innovation en Europe. Suggère au Parlement d'établir un taux d'imposition de 30% de l'impôt européen sur les sociétés, afin de correspondre à ce qui se fait le plus fréquemment dans les États membres de l'Union. Affirme que la taxation des contrats d'assurance nécessite une harmonisation, considère que cette harmonisation peut se faire dans le cadre de la création d'une taxe européenne sur les conventions d'assurance. Propose que la détermination des taux soit fixée par le Parlement, comme pour l'impôt européen sur les sociétés. Suggère que les recettes de cette taxe soient reversées de manière équitable aux États, comme pour l'impôt européen sur les sociétés. Merci de votre attention. Madame la présidente du jury, monsieur mesdames, membres du jury, chers députés, je vous remercie d'être présents pour écouter donc la résolution qui va traiter de l'éventuelle mise en place d'un impôt européen. Alors, la réponse que l'on a apportée à ce questionnement, à savoir s'il faut donc mettre en place cet impôt européen ou non, nécessite d'abord de définir les limites de notre résolution pour ainsi couper l'herbe sous le pied de notre détracteur, qui, je ne sais pas, coucou, je ne sais pas trop où il est. Salut. Ainsi, nous nous interrogeons ni sur l'éventuelle mise en place d'un impôt, d'un impôt qui va créer un budget européen, étant donné la nécessaire évolution institutionnelle qui est préalable donc à la mise en place, la mise à l'agenda de ce questionnement, ni sur la mise en place d'un impôt européen qui va viser les habitants des États membres, étant donné une nouvelle fois le risque de spoliation de la souveraineté des États, qui est une nouvelle fois impossible vis-à-vis de la situation institutionnelle de l'Union. Donc l'objectif de notre proposition est le rétablissement d'une concurrence
loyale en parallèle d'une affirmation de la souveraineté d'État qui peuvent, dans l'état actuel des choses, être soumis au désir des multinationales. En réalité, en se questionnant sur la question de la création d'un impôt européen, nous avons laissé de côté toutes les ambitions qui nécessiteraient au préalable une évolution institutionnelle, car cela dépasserait en réalité les fonctions de demander justement cette évolution institutionnelle. Et nous sommes donc bornés à défendre l'idée de la création d'un prélèvement européen qui respecterait le cadre actuel de l'Union. Donc cette commission sur l'impôt européen, dont je suis le porte-parole en l'absence de notre temps président Pierre-Marie, qui, comme les pulls dérivation et les copies du TAFEL, est retenu à la douane, prend donc parti en faveur de la création d'un impôt européen sur les grandes entreprises ayant réalisé des bénéfices majoritaires. Pour vous donner un exemple concret, on peut parler de traiter d'une entreprise qui aurait donc réalisé au cours de l'année des bénéfices notables. On peut prendre l'exemple d'une entreprise vestimentaire dans les historiques, par exemple, qui aurait réalisé des bénéfices et qui serait touché par cet impôt, étant donné que cet impôt va viser les multinationales qui vont réaliser des bénéfices. Alors l'impôt que nous imaginons ne vise pas la création d'un budget européen, cependant, on l'a déjà dit, mais l'harmonisation fiscale et le respect de la concurrence, deux principes de base des traités fondamentaux, et cela pourrait peut-être vous plaire s'il n'était pas encore parmi nous à tonton Schumann. En effet, au regard de la situation actuelle de la fiscalité en Europe, une concurrence fiscale s'est mise en place entre certains États membres qui cherchent à attirer les grandes multinationales. Or, ces multinationales mettent en œuvre une pratique qui n'a jamais été prohibée par l'Union, et cette pratique, c'est l'harmonisation fiscale, soit la possibilité de déclarer des bénéfices dans les États membres qui ont les taux d'imposition les plus bas. Cette pratique de l'optimisation fiscale introduit donc dans la plupart des cas la soumission de ces multinationales à des taux plus bas que ceux qui sont imposés aux petites et moyennes entreprises européennes, étant donné la pression qui est faite sur les États membres qui tentent d'attirer les grandes entreprises sur leur propre territoire. Alors s'il faut écouter un passage davantage que les autres, c'est celui-là, puisque là je vais traiter du cœur du problème. Le cœur du problème, c'est que cette concurrence fiscale qui se met en place donc entre les États membres pour attirer les grandes entreprises, entraîne un report de la charge fiscale sur les petites et moyennes entreprises et donc à terme, à cause de l'incidence fiscale, sur les consommateurs qui constatent la hausse de la TVA. Nous entendons donc lutter contre ce phénomène en se proposant la création d'un impôt européen sur les grandes entreprises ayant un chiffre d'affaires supérieur à 7 millions et 360 000 euros, chiffre d'affaires à partir duquel, selon la fiscalité française, une entreprise pourrait dépasser la souveraineté d'un État. Et ces dernières ne feraient ainsi plus l'objet, donc avec la présence de cet impôt, ne feraient plus l'objet d'une concurrence entre États membres, concurrence qui condamne in fine les ambitions qui étaient définies dans les textes fondateurs, et ces multinationales ne seraient plus non plus initiatrices d'un phénomène de hausse de la taxe sur la consommation qui est engendrée donc, à travers la TVA. Alors une nouvelle fois, cet impôt ne vise pas la constitution d'un budget européen, étant donné l'ambition que nous avons de voir les recettes récoltées, reversées aux États membres de manière équitable. Ok, d'accord, pas de problème. On vise le respect des principes fondateurs. Et cependant que dans cette ambition que nous avons de créer un impôt, nous n'avons pas donné, nous laissons libre choix au Parlement sur le taux à fournir, mais nous imaginons un impôt sur les bénéfices à hauteur de 30%, une taxation à hauteur de 30%, donc ce qui est en vigueur dans la plupart des pays européens actuellement. Merci pour votre attention. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les membres du jury, Mesdames et Messieurs les députés, chers amis. L'Union, comme vous le savez, a été conçue par les traités pour des buts précis, par la délégation de compétences précises au profit d'institutions définies. La Commission qui vient de s'exprimer est pour moi le symptôme d'une remise en cause profonde de ce système. Alors, en effet, de nos jours, dès lors qu'un problème concerne plusieurs nations, on suggère de laisser l'Union s'en occuper. Cela n'est pas ma conception de l'Europe. À force de vouloir se débarrasser des difficultés sans se remonter les manches, on en oublie de considérer les conséquences. Les compétences des États et des institutions doivent être pensées avant tout selon un équilibre qui préserve la liberté de chacun et qui profite à tous. Car c'est cela, le choix qui se joue aujourd'hui, la résignation à laisser l'Union prendre peu à peu toutes les décisions importantes, ou la volonté de donner aux États les moyens d'agir. En effet, ne nous trompons pas, monsieur.
Abandonner à l'Union le droit de lever un impôt, c'est ouvrir la voie à la disparition d'une des compétences les plus fondamentales de l'État. Et tous ceux parmi vous qui ont étudié Norbert Elias savent à quel point le monopole de l'impôt est la condition même de son existence. Il s'agit de rétablir une loyauté dans la concurrence, nous disons. Mais si on offre à l'Europe, c'est-à-dire un monde libéral par excellence, alimenté par le plus important réseau de lobby du monde, si on offre à l'Europe la possibilité de gérer une taxe, ensuite qu'est-ce que ce sera? On obligera la France à renoncer à la TVA sur le livre, on lui imposera de sabrer les charges sociales, sans prendre un pilier si fondamental de l'indépendance est intolérable. Comment osez-vous proposer à ce Parlement d'adopter un texte qui, dans sa deuxième clause introductive, estime que la souveraineté d'un État n'est qu'une illusion en matière fiscale? Les impôts sont le financement de l'État et lui permettent d'exister. Et même, je dirais qu'ils sont une image de son identité. L'impôt sur la fortune de la France est presque unique en son genre aujourd'hui. Il permet de soulager les contribuables qui, ensuite, en ont besoin pour se développer. C'est ça, l'illusion sur la souveraineté en matière fiscale. Apprenez qu'à l'heure actuelle, parmi les représentations nationales, seul le Parlement belge s'est dit officiellement favorable à un impôt européen. Dans ces conditions, il est irréaliste de songer à un programme d'harmonisation fiscale. En aucun cas, l'Union n'a vocation à s'emparer petit à petit de la souveraineté des États. C'est au gouvernement de décider des harmonisations à l'unanimité comme ils l'ont toujours fait en matière fiscale. Et c'est logique. Ce sont des choix cruciaux, aux conséquences considérables pour les politiques menées à l'échelle nationale. Comme l'a dit très justement M. Bianco tout à l'heure, les intérêts des États ne se confondent pas avec les intérêts de l'Union. Comment peut-on songer à remplacer la coopération des États par une taxe qui prétend gommer les différences? Ceux parmi vous qui me connaissent savent que je ne suis pas un conservateur. Je crois qu'il faut agir à proposer des solutions, mais il faut le faire avec un minimum d'exigences intellectuelles. Les multinationales et leur optimisation fiscale posent un problème, c'est évident, mais il n'est pas nécessaire pour cela d'enterrer, comme vous le faites, la souveraineté des États dans le choix de leur politique fiscale. C'est incohérent avec ce qu'on a toujours fait, et c'est incohérent avec ce qui est en train de se faire aujourd'hui. Barack Obama a annoncé qu'il souhaitait taxer les comptes bancaires que les entreprises américaines possèdent à l'étranger. Voilà qui pourrait prévenir l'évasion fiscale. Car c'est là le problème, ne l'oublions pas. On nous propose de lutter contre l'évasion fiscale avec un nouvel impôt. Mais voulez-vous donc que les entreprises fuient l'Europe? Ayons, mes amis, le courage de nos valeurs. Il est temps de s'attaquer à ce qui pose réellement problème, les paradis fiscaux. Plutôt que d'imposer un contrôle européen de fiscalité nationale, reconnaissons que les États qui attirent les capitaux avec une concurrence fiscale déloyale ne sont ni plus ni moins qu'en guerre économique avec les autres. En abaissant leurs taxes, ils portent délibérément un coup dur à leurs voisins, en cherchant à s'emparer de ce que ces sociétés ont mis des années à constituer. Je refuse de laisser faire cette perfidie en tentant d'en atténuer un peu les effets. Ayons l'ambition de sanctionner ces pratiques comme elles le méritent. N'attendons pas que le modèle européen devienne une mosaïque de Luxembourg. Je vous le dis haut et fort, ce n'est pas cette Europe-là que nous voulons. Une Europe puissante, une Europe vivante, une Europe agissante, c'est une Europe libre, où chaque État est capable de mener sa politique fiscale et de gérer son réseau d'entreprise lui-même. Mes chers amis, montrez que vous refusez l'Europe de compromis, qui enchaîne les États en promettant beaucoup mais qui ne profite à personne. Aujourd'hui, l'occasion nous est donnée de croire à une autre Europe. Dites non à l'impôt européen sur les sociétés. Les millions d'Européens que nous représentons méritent qu'on sauve l'indépendance et la diversité qui ont fait la grandeur de l'Union. Je vous remercie. Cher président, chers membres du jury, chers députés, chers contradicteurs, donc je vais rentrer directement par suite dans le sujet en disant que tout simplement, prosaïquement, tu nous as parlé que cette taxe ferait fuir les entreprises d'Europe. Or, si toutes les grandes entreprises sont soumises au même taux d'imposition européen en Europe, ils seront déjà moins tentés de fuir à l'intérieur de l'Europe, et déjà l'Europe arrivera en position de force pour négocier avec les paradis fiscaux. Quand on arrive pour négocier avec la Suisse et qu'on a le LuxLeaks derrière, on n'est pas très crédible. Cette harmonisation fiscale sur toute l'Europe, ça permettrait déjà en plus de régler le premier problème de l'évasion fiscale et au sein de l'Union et d'arriver à mieux négocier dans le monde entier. Après, tu nous as parlé de la souveraineté des États. Quand une entreprise peut décider si elle paye des impôts ou pas dans l'État où elle est, c'est ça qui, pour moi, pose surtout un gros problème de souveraineté. Et donc, cette résolution sur l'impôt européen
permettrait aux États de retrouver une certaine souveraineté fiscale au niveau des entreprises multinationales. Et enfin, tu nous as parlé de croire à une autre Europe. Comment peut-il y avoir une autre Europe si l'Europe ne nous donne pas les moyens de réaliser cette autre Europe? Donc, attends. Oui, donc déjà, l'impôt européen réglerait le premier problème concret de l'évasion fiscale dans l'Union, et ensuite, il permettrait à l'avenir de régler des problèmes qui vont sans doute se poser, notamment des problèmes environnementaux. Tout à l'heure, vous avez parlé du gaz de schiste, des recherches sur le gaz de schiste. Comment financer les recherches si l'Union n'a pas les moyens? Je vous remercie. Alors, il y a 50 votes pour, 114 votes contre et 35 abstentions. Alors, la résolution passe.